Et on va pouvoir maintenant zoomer sur les applications spécialisées, ou plutôt les applicateurs, c'est-à-dire les opérateurs qui, in fine, concrètement, appliquent les produits de biocontrôle dans le cadre de méthodes un peu plus larges. On l'a vu. On est bien... Je suis en train de meubler, vas-y, installe-toi, Barbara. On a parlé voilà, d'application des produits de biocontrôle dans un raisonnement un peu plus global qui part depuis la conception jusqu'à l'entretien de ces espaces. Je te laisse t'asseoir. Et voilà. Bienvenue. Donc Barbara, tu t'appelles Barbara De Keyser, tu as fondé Salvia Conseil. Qu'est-ce que c'est, Salvia Conseil? Salvia Conseil, c'est une entreprise qui fait du conseil autour du diagnostic sur les bioagresseurs dans les espaces verts et donc qui travaille sur alors avec des nouvelles techniques, notamment du travail à distance, de la consultation en La visio. visioconsultation? Exactement, comme on l'a fait pour la médecine, adaptée aux espaces verts. Du télédiagnostic. Exactement, du télédiagnostic. Et donc tu es aussi l'un des maîtres Jedi. Je suis un des maîtres Jedi, oui, tout à fait. J'interviens pour mes collègues paysagistes de l'UNEP dans ce cadre-là, puisqu'il y a un service qu'on a appelé le SVP bioagresseur qui leur permet de faire du diagnostic à distance sur les... Donc l'Union nationale des entreprises du paysage, on en a parlé, ceux qui sont voilà, au premier rang, on va dire, et parmi eux les concepteurs d'espace. Parce que la conception, c'est un peu la première étape quand on veut penser une gestion intégrée derrière des espaces. Et pour échanger avec toi, Philippe Bust, qui va nous rejoindre. Bonjour Philippe, là aussi. Allez hop. Big round of applause pour Philippe. Où tu veux. Ouais, n'importe. Je ne sais pas comment vont s'afficher vos noms, mais a priori, on ne va pas vous confondre. Philippe, tu es président de l'APP, 2A2P, l'association des applicateurs de produits phytopharmaceutiques. Exactement. C'est quoi la APP? C'est tout traduit. Oui. L'association existe depuis 1992. Donc on a fêté nos 30 ans l'automne dernier. Félicitations. Spécialisé dans l'application de produits phytopharmaceutiques, phytosanitaires, essentiellement en zone non agricole, parce que je suis celui de l'ancien temps. Moi, je suis et maintenant appelé Je Vis. Voilà. Donc on était... pour la petite blagounette, on était l'inventeur, le précurseur du mot certifito. C'est rigolo, puisque le certifito était un certificat pour pouvoir adhérer à l'association, qui était basée en 12 points de contrôle. Il y avait des audits. Une entreprise qui voulait adhérer à la APP devait se soumettre à un audit de bonne pratique qu'on avait baptisé Certifito 1994. Il fallait déposer la marque, pas de chance. Enfin, c'est pas grave, au contraire, c'était voilà, vous montriez. Quand le nom est sorti, on nous a contactés pour savoir si on autorisait ce nom-là, il n'y a pas de problème. Dans votre grande mansuétude. Parfait. C'est bien. Avant de vous donner la parole plus avant, je vous propose qu'on regarde encore une petite vidéo, un petit interlude avec le témoignage d'un formateur, Laurent Mabille, qui est responsable formation à l'Institut Richemont. Et l'Institut Richemont, c'est une école qui existe depuis plus de 50 ans et qui propose des formations en alternance développées en s'appuyant notamment sur son rattachement aux maisons familiales et rurales. Bonjour, je suis Laurent Mabille, je suis responsable de formation à l'Institut de formation de Richemont près de Cognac, en particulier pour toutes les formations de certification phytosanitaire. Alors, j'ai suivi les formations, j'ai dit, dans le cadre en fait, de l'habilitation de l'organisme de formation dans lequel je suis, pour pouvoir être en conformité sur l'organisation des formations certifito. J'ai suivi progressivement l'ensemble des modules proposés dans la formation autour de l'approche phytosanitaire. J'ai utilisé l'ensemble du support. De temps en temps, ça a été plutôt des vidéos qui étaient, j'ai trouvé, très bien montées au niveau pédagogique. L'ensemble aussi des documents support.
écrit. Comment j'utilise aussi les supports, je les réutilise aujourd'hui professionnellement dans certaines formations. Formation professionnelle dans le cadre des certificats, mais également en formation initiale auprès de classes, par exemple Bac Pro et BTS. Certains supports et vidéos sont très intéressants et très pertinents. Le côté distanciel était intéressant parce que ça m'a permis de m'organiser vis-à-vis de mes activités professionnelles et de réaliser les formations pas par pas en fonction de mon temps disponible. Ça m'a permis aussi d'avoir les différents supports, que ce soit vidéo ou documents de lecture, d'alterner l'approche pédagogique parce que les thèmes sont quand même assez conséquents. Donc, ça permettait comme ça de changer d'approche pédagogique sur ma compréhension des thèmes. Alors, oui, en proposition, j'aimerais bien y voir davantage de vidéos techniques comme celle présentée sur tout ce qui était un peu connaissance agronomique des sols, très bien montée, vidéo qui pourrait se faire sur d'autres thèmes. Peut-être davantage d'interactivité dans les supports et les QCM, en particulier proposés en chaque fin de module. Voilà. C'est déjà pas mal. Merci Laurent Mabi, qui est responsable de formation à l'Institut Richemont. On retourne aux applicateurs professionnels. On a vu tout à l'heure que les collectivités en fait, désinvestissaient dans la formation et la formation certificato pour leurs propres équipes. Est-ce que vous avez vu un report du coup d'activité sur vous, ou est-ce que il n'y a pas finalement, il n'y a pas d'augmentation, pas d'évolution, c'est juste que les collectivités appliquent moins tout court? Je dirais que oui, les collectivités appliquent moins tout court et qu'il n'y a pas eu le report espéré, en tout cas, vers les entreprises d'application, qu'effectivement, il y a eu une quasi-disparition de certains secteurs d'activité qui étaient les nôtres jusqu'à présent. Évidemment, une disparition sur le volet désherbage parce on avait un savoir-faire certain en termes de réglementation, en termes de connaissance des produits, en termes de prestations à proprement parler. C'est une activité qui aujourd'hui a beaucoup fondu de toute façon parce qu'il y a eu l'évolution de la loi Labé et les nouvelles contraintes sur les sites. Donc il reste les sites techniques, industriels, l'armée, les infrastructures, mais on n'a pratiquement plus de surface. Et on parlait de collectivité, on est sur des secteurs, collectivité et maintenant privée, où on n'a plus d'usage que de biocontrôle, mais avec des solutions, on l'a un peu dit ce matin, beaucoup plus coûteuses en termes de temps, en termes d'investissement sur le personnel, en termes d'investissement sur le matériel. Donc, des solutions qui deviennent évidemment un peu presque inabordables pour les collectivités qui, elles, sont en diminution de leur budget sur l'entretien. Et du coup, ces tâches-là, vous ne sont pas forcément confiées, elles sont juste plus faites, du coup. Elles sont plus faites, tout à fait. Tout simplement. Du coup, pour un complément, Philippe, là-dessus? Non, évidemment, ça a fondu comme neige au soleil parce qu'il y a de plus en plus de soleil, mais les pratiques ont changé, évidemment. Les attentes ou l'acceptation du public est différente aussi, par toutes les communications qu'il y a eu et par un changement générationnel. Je ne veux pas me faire partie des vieux, mais ça pouvait me choquer au début, ça me choque moins. La loi Labé a incité, de toute façon, a interdit certaines pratiques. Aujourd'hui, en tant qu'applicateur, on est plutôt sollicité pour des cas particuliers. En désherbage, c'était encore un petit peu le cimetière depuis 2022, j'oubliais. Le passage au biocontrôle, c'est de façon très étonnante, c'est plus rien. Donc on avait le biocontrôle comme solution et les collectivités n'ont même pas basculé sur le biocontrôle. Voilà, on a appelé plutôt pour les soins des arbres et arbustes d'ornement. Voilà. D'accord. Matériel spécifique et problématiques spécifiques. Et donc revenons sur le sujet de la formation maintenant. Comment vous évaluez l'état des lieux de la formation en biocontrôle pour les applicateurs professionnels et on parle donc de salariés, d'entreprises privées ou des salariés de collectivités, mais on en a vu, ceux-là, a priori, ils sont un peu moins
sollicité. Mais donc, l'état des lieux des formations biocontrôle pour ces applicateurs. Alors, on l'a dit plusieurs fois hein, dans la journée. On a une formation initiale sur la problématique à proprement parler du bioagresseur, donc reconnaissance, gestion, méthode de lutte. On a une formation initiale qui est très réduite, qui est souvent parcellaire, qui n'est pas en lien avec le terrain, la réalité des bioagresseurs présents, et donc qui fait qu'on a des jeunes, des gens qu'on intègre dans les entreprises qui ne sont pas du tout formés à la pratique réelle sur le terrain. Et ce défaut de formation initiale, il est vrai également sur la technicité de l'application, alors qu'on l'a dit plein de fois, on le redisait là avec le formateur de Certifito qui disait on a besoin de critères techniques. Et donc, c'est donc à la formation professionnelle de prendre le relais, puisque pour le coup, c'est difficile de faire changer des schémas de formation initiale. Et donc, c'était heureux que le JEDI se préoccupe de ça. Et très honnêtement, pour avoir rédigé certains scripts, je me suis rendu compte que c'était quand même la première fois que j'écrivais la règle de l'art pour l'application. C'était la première fois qu'on mettait par écrit nos schémas de décision, d'intervention, nos schémas de ce qui allait déterminer on y va pas, de ce qui allait déterminer on y va, mais on y va comment. Et donc, il faut se rendre compte qu'il y a un vrai savoir-faire, mais qu'il était pour l'essentiel oral et recueilli sur le terrain. Donc, il y a une obligation, évidemment, quand le métier se professionnalise, d'écrire les choses et de les finaliser, d'échanger autour de ces protocoles qui étaient, pour l'essentiel, un peu fait maison dans beaucoup de cas. Donc, il y a vraiment une obligation. Et parce qu'on a mis en évidence le côté technique de nos travaux, une obligation de former les gens et une porte ouverte à beaucoup de choses puisqu'on part de peu. Quand bien même, encore une fois, quand bien même il y a moins d'applications, en tout cas que les produits que vous appliquiez jusqu'alors soient plus d'actualité, il reste ce besoin-là. Et au-delà même du Certifito, qui ne prend pas à charge cette question, Philippe? Le Certifito ne fait pas ce taf-là? Le Certifito, ça remonte à 2012 ou 2011, de mémoire. C'était pour nous la déclaration des sans-papiers. Donc je vais mettre un peu le pavé dans la mare, là. En 2012, personne ne savait dans nos ministères qui appliquait des produits en zone non agricole. Je suis désolé, quelques cheveux blancs aussi autour de moi. Et donc ça a permis de s'auto-déclarer pour pouvoir continuer à bosser. Suite à ça, il a été mis en place l'agrément d'entreprise en 2016. Donc pour tout applicateur qui devait œuvrer pour un tiers, au-delà du Certifito, devait avoir un agrément d'entreprise. Donc il y a un référentiel qui existe, qu'on est contrôlé tous les 18 mois là-dessus, donc ça c'est tracé. Nous, on est applicateurs, on travaille pour des tiers, donc nous, on est agréés. Quid des collectivités qui ont un Certifito, mais j'entends aujourd'hui qu'il y en a de moins en moins, voire peut-être très peu. Oui, elles n'étaient pas forcément elles-mêmes agréées, c'est ça que je voulais dire. Elles ne sont pas agréées, elles étaient dispensées d'agrément puisqu'elles appliquaient pour leur propre compte. Ouais. Donc, or, une collectivité travaille pour les gens qui habitent. Donc, et vous interveniez au même endroit, en fait. En termes, au même endroit. Je suis soumis à agrément, les collectivités non. Comme les paysagistes, éventuellement, s'ils appliquaient des produits biocontrôle. Or, même des produits biocontrôle nécessitent un agrément d'entreprise. Voilà. Et encore plus un Certifito pour l'applicateur en question. Alors, si l'entreprise est agréée, forcément, elle coche toutes les cases. Donc, il y a un Certifito. Il n'y a pas de Certifito, il n'y a pas d'agrément. C'est structuré, il y a un référentiel qui existe, c'est contrôlé. Donc on est fiché quelque part et ça ne pose aucun problème là-dessus. Et donc cet agrément et le Certifito associé, du coup, ce que j'entends, oui. Sur le plan technique, ils n'étaient pas suffisants, si on écoute ce que dit Barbara. Disons que dans l'agrément d'entreprise, les contrôles portent sur plusieurs points. Donc déjà un point administratif, tout ce qui est traçabilité, et un point, je vais dire, plus terrain, c'est comment on applique, comment on trace les fonds de cuve. Le matériel est-il contrôlé? Est-ce qu'un pulvé est contrôlé en collectivité? Je coche non. Il n'y a pas de pulvé contrôlé. Donc,
On se retrouve aujourd'hui dans des collectivités qui désertent un peu le métier parce que d'une part, elles ont eu très peur avec les mots qu'on a employés il y a 10 ans avec voilà, les pesticides. Aujourd'hui, le biocontrôle est dans la famille des pesticides. On parle maintenant d'un produit phytopharmaceutique, ça adoucit un peu. Mais globalement, on parle bien de la même chose pour autant. On y arrive. Et en 2012, alors je veux dire en 92 ou 13, on avait fait la APP. 95, c'était le certifito. Et 2012, j'étais allé voir l'UPJ, à l'époque, c'était Jacques. Et après, j'étais allé voir la greffe, Rémi, et on avait évoqué, je trouvais, qu'il y avait un trou dans la raquette. Il n'y avait pas d'école de formation. Aujourd'hui, on parle de formation, c'est bien, mais à l'école, on devrait nous apprendre ça, ou du moins dans les métiers du paysage, la protection des plantes, comment, avec quoi. Ça n'existe pas dans aucune école d'agriculture. Je dois faire partie des derniers Mohicans, je suis sorti d'école en 84. On nous apprenait encore la protection des plantes avec les produits phytopharmaceutiques, quels qu'ils soient, y compris les problématiques d'eau, y compris les problématiques d'exposition quand c'était des plantes d'ornement. Mais voilà, aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est le désert. On met dans les mains d'un homme ou une femme lambda un produit biocontrôle, donc au nom, à l'écoute, ça semble être plus doux parce que c'est bio. Or, ce n'est pas forcément moins dangereux ou plus dangereux, peu importe. Et il n'a pas la connaissance du produit qu'il utilise et notamment sur quoi il va l'utiliser. Donc la formation passe aussi par la reconnaissance des bioagresseurs, maladies, insectes, des époques d'application, des modes d'action des produits qui sont biocontrôlés. Donc le produit qui paraît être à la portée de tout le monde, qui est un produit de plus en plus technique, on n'a pas la latitude d'aller appliquer un produit de biocontrôle n'importe quand. Un produit de synthèse, aujourd'hui, on pouvait appliquer en retard de 10 jours, c'est pas grave. C'est d'autant plus vrai en gazon, et je ne suis pas un spécialiste, il y en a là suffisamment. Si on arrive trop tard, c'est foutu. On dit au client, c'est foutu. C'est pas la peine. Hein. Oui, donc en plus, sans tomber pour autant dans cette formation sur une logique un peu recette, avec un guide, on va dire, tout fait. Non, j'imagine c'est... Il n'y a pas de solution pour du tout fait. Oui. On travaille avec du biologique, on parlait de changement climatique, on parle de changement d'acceptation, on parle d'attentes différentes du public vis-à-vis des espaces végétalisés. Donc en fait, tout est en train de bouger. Donc une recette toute faite, elle ne peut pas être adaptée. Il y a une obligation, et c'est pour ça qu'on parlait de la profession, à proprement parler de l'applicateur, parce qu'il y a un savoir-faire très particulier. C'est vraiment de pouvoir croiser toutes ces données, celles qu'on maîtrise pas bien, celle de la météo par exemple, est-ce qu'il va faire très chaud cet été, est-ce qu'on va aller à l'inverse de ce qui est annoncé actuellement vers beaucoup d'humidité, on n'en sait rien à vrai dire. Donc on est obligé de jouer avec toutes ces données-là qui sont toutes en mouvement. D'où la difficulté d'être un applicateur professionnel qualifié, compétent. Encore une fois, le certifito n'a pas répondu techniquement aux attentes du métier, qui était éventuellement de dire parlons technique, parlons étalonnage, parlons produit, parlons phase d'application. C'était des problématiques qui n'étaient pas aussi cruciales en tout cas avec les produits conventionnels et qui aujourd'hui deviennent des enjeux majeurs. La lutte avec les produits de biocontrôle ou avec les solutions de biocontrôle, puisqu'on a régulièrement... Au sens large, hein, ouais. S'il n'y a pas un bon diagnostic, c'est foutu. Vous pouvez sortir toutes les coccinelles du monde. Si en fait c'est un problème fongique, vous n'aurez rien résolu du tout. La coccinelle n'est pas panacée. Donc il faut bien comprendre que quelque part, ça joue un peu contre le développement du biocontrôle, puisqu'on a ces phases d'échec que les gens ont du mal à expliquer, parce qu'il manque encore une fois cette professionnalisation des acteurs de l'activité, puis cette déprofessionnalisation de ceux qui sortent aujourd'hui du schéma certifito, et on le disait pour les collectivités, mais c'est également vrai malheureusement pour les paysagistes. Effectivement, les gens sortent de ce schéma qui avait, a priori, qui nous avait... fait espérer que la technique allait être au centre de cette formation. L'avantage du certifito, c'est qu'il allait drainer brutalement tous les opérateurs, que ce soit le décideur, que ce soit l'opérateur de terrain. Et finalement, on est un peu passé à côté. Donc aujourd'hui, il y a un besoin. De l'intérêt du projet JEDI qui contribue en partie à ouvrir les chakras, et puis aussi voilà, essayer de combler en partie cette lacune. Je vous propose avant de vous donner la parole encore tout à l'heure et puis d'aller plus loin sur
et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour la dernière fois, je crois, vous posez encore des petites questions. On dégaine son téléphone. Donc, il est encore temps de... Voilà, normalement, vous êtes déjà tous connectés, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à répondre à la question dans 3, 2, 1. C'est parti. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? C'est bon. 9, 10, c'est parti. Un vendeur en jardinerie doit-il posséder un certificat? Vrai ou faux? Voilà, si on joue des tours, là, vraiment, je ne sais plus quoi faire. On aura quand même la réponse à la question. Il y a des jours parallèles. Yes. Ouais, bon, voilà. On a une vidéo qui arrive, on verra à quelle question elle répond. La certification individuelle ou certifito du personnel. Tous les professionnels exerçant une activité en lien avec les produits phytopharmaceutiques, quel que soit leur statut ou leur secteur d'activité, ont l'obligation de détenir le certifito. C'était court. Juste pour rappeler du coup que c'est à chaque fois un des petits extraits des formations Jedi qui vous sont proposés pour illustrer la réponse à ces questions. Poursuivons notre échange. J'aimerais bien vous faire revenir sur les applicateurs spécialisés. C'est un métier à part entière avec des compétences particulières. Et moi, quand j'entends applicateur, pour moi, c'est un exécutant. Donc, on lui dit quoi faire. Oui, alors que c'est beaucoup plus... Je m'en vais. Pardon. Oui, non, mais là, c'est traduction... Pour moi, un applicateur, il applique ce qu'on lui dit. L'applicateur, il a un devoir de conseil. C'est dans ses attributs. Si on lui dit de faire une bêtise, il ne faut pas qu'il la fasse. On nous donne un permis de conduire, il y a un panneau 130, si on roule à 200, c'est pas bon. Il faut savoir le dire à celui qui conduit si on est passager. L'applicateur doit être un sachant à peu près sur toutes les problématiques qu'on lui colle sous le nez, ce qui n'est pas évident, et il doit avoir du matériel adapté à toutes les problématiques, et un matériel agréé et contrôlé. Ça, c'est l'applicateur. Et dans un schéma, enfin on en a parlé un petit peu avant, mais dans un schéma que je trouve dommage que ça n'a pas été suivi ou appliqué, je suis absolument d'accord, un applicateur doit être un exécutant d'un ordre qu'il a reçu au-dessus, avec un produit qui a reçu l'homologation, qui satisfait à toutes les normes. Et je fais toujours référence au monde médical, pour nous tous qui sommes dans la salle. On va voir un médecin quand on a un truc qui ne va pas bien, et le médecin, lui, il vous dit, tu as ça, il pose un diagnostic. En sortant de médecin, on va voir un pharmacien qui a les produits, qui délivre les produits que le docteur a marqués. Et si c'est une intraveineuse, une piqûre ou autre, ce n'est pas le malade qui va se la faire, donc il appelle un infirmier. L'applicateur est un infirmier. Or, aujourd'hui, dans ce schéma-là, on lui impose d'être aussi docteur, et aussi, bon, pas pharmacien, parce qu'on n'a pas les produits, mais on fait pas de Je crois que tu n'as même pas le droit de les avoir. Si, j'ai le droit de les vendre, mais je dois avoir des produits qui sont adaptés, voilà. Donc ça, c'est ma façon de voir les choses, la façon de voir les choses à l'APP. Ce schéma-là qui marche, qui fonctionne en médical, je trouve dommage qu'il n'ait jamais été appliqué dans notre métier. Maintenant, il y a le conseil indépendant qui s'est mis en place essentiellement, qui a démarré dans l'agricole, qui va arriver certainement en Jevie. Mais c'est plus pour pouvoir renouveler un certificat. Ouais. Sans ça, on ne pourra pas renouveler un certificat, du moins au monde agricole. Le conseil stratégique, oui, du coup. Ouais, ça. C'est un conseil stratégique, ouais. Voilà. Du coup, il y a une différence entre applicateur et consultant et conseiller indépendant. Ce ne seraient pas les mêmes personnes ou ça pourrait être les mêmes personnes? Ça ne peut pas être les mêmes personnes. Ça ne peut pas. Ça ne devrait pas. Or, aujourd'hui, dans le schéma, nous, applicateurs professionnels, on décide devant un problème et qu'est-ce qu'on fait? On le décide. Conseil spécifique, hein, voilà. Stratégique, c'est par rapport au diagnostic et la culture. Voilà. Mais le conseil spécifique, aujourd'hui, dans notre métier d'applicateur, c'est le désert. C'est le désert total, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école d'infirmiers
ou l'équivalent d'école d'infirmier. J'en parlais tout à l'heure. Mon rêve était de faire une école spécifique aux Jevis, où il y avait des branches gazon, où il y avait des branches arbaux et des branches gestion de la flore. On appelait ça du désherbage avant, on appelle toujours ça du désherbage. Moi, j'appelle ça maintenant la gestion de la flore spontanée, parce que j'ai appris ce terme c'est ça, ici. Ouais. Et après, il faut savoir qu'il y a des zones, les collectivités, les jardins d'espaces verts, où on gère une flore. Mais il existe aussi dans ce monde de Jevis l'industrie, le monde industriel, qui lui ne peut pas accepter de l'herbe pour des raisons de sécurité. Donc là, on parle de désherbage. Voilà, donc ça, c'est un monde qui existe aussi. Ce que j'imagine aujourd'hui, c'est la plus grosse crainte, c'est aujourd'hui de ne plus avoir de caisse à outils du tout, ou du moins vide. C'est que les fabricants, vous êtes le PJ Nicolas, tu es là, mais il y a une stratégie financière derrière. Quid demain si la réglementation fait qu'on ne peut plus obtenir un seul produit? Les produits sont fabriqués par des industriels, des gros ou des petits, peu importe, qu'ils soient chimiques de synthèse ou biocontrôle, aucun souci. S'ils désertent le marché, on n'aura plus rien. On n'aura plus rien. Des désinfectants, ok. Du javel avec on me fera une touille. Voilà. Donc il faut faire attention. Enfin, je trouve qu'il faut faire attention. On est allé très loin pour l'environnement et on peut s'en réjouir parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de fait ou par méconnaissance ou par c'était pas la stratégie il y a 30 ans en arrière. Hein. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience, c'est très très bien et je m'en réjouis. Mais attention, on est allé déjà, à mon sens, très très loin. S'il n'y a plus rien d'homologué, il se passe quoi? Oui, on est allé à la fois très loin et très vite. Et beaucoup plus vite que la capacité à sortir, à faire des programmes, enfin des dossiers d'homologation et à produire. Ou même de former les applicateurs à ces nouvelles méthodes, parce à la limite, on va peut-être leur demander peut-être de moins appliquer ou d'appliquer des méthodes et pas forcément des produits. De moins appliquer, de toute façon, c'est déjà une réalité. Oui. Ça, ils appliquent nettement moins qu'ils ne pouvaient le faire il y a encore 4 ans de ça. Donc ça, de toute façon, il y a une réduction des volumes appliqués, ça c'est certain. Il y a une réduction de la gamme potentiellement applicable qui a considérablement réduit, qui continue à fondre. Et donc, effectivement, des impasses techniques aujourd'hui qui sont réelles et qui sont cruelles, notamment tout ce qui est problème fongique sur les arbres, où on a actuellement plus de solution que de couper les tissus abîmés, les zones symptomatiques, ce qui est évidemment très frustrant. Tout pendant que l'on parle de protéger les arbres, de créer des puits des îlots de fraîcheur, qui vont devoir, eux, avoir un rôle de limiteur de température ou de faire de l'ombrage, mais eux aussi auront des soucis, ont déjà des soucis, vont avoir des soucis, et ils auront besoin d'une protection, parce que dans un milieu urbanisé, enfin un arbre, c'est un élément naturel que l'on a mis au milieu d'un grand espace totalement artificiel. Il n'a pas été conçu pour ça, l'arbre. Hein. Je fais un petit peu d'agronomie au siècle dernier. Un arbre, il est bien dans une forêt, il est bien... voilà, mais dans une ville qui a été urbanisée ou très urbanisée, ben, il faut lui apporter des nutriments, il faut lui apporter de l'eau. Ça va être le sujet. Si ce n'est pas le premier sujet, ça sera le second. Et le protéger contre des agresseurs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et lui amener ou changer peut-être qu'on appelle ça d'essence, mais des vieux arbres historiques, on ne va pas les enlever pour changer par des trucs en plastique. Enfin, il y a la gestion du vieux patrimoine qu'on doit avoir et qui ne peut passer que par de la protection, qu'elle soit biologique ou de synthèse, peu importe, mais il y aura des maladies, il y aura toujours des problèmes. Et si on n'a pas de produits, on n'aura plus d'arbres, on n'aura plus de gazon, même si on a de l'eau. Hein. Je ne vais pas être alarmiste, mais il y a peut-être aussi un enjeu de méthode d'application et de matériel d'application. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des compétences spécifiques que maîtrisent les applicateurs, si encore ce terme reste pertinent, et qui ne sont pas à perdre? Ben, il n'y a pas de matériel à proprement dit développé pour les Jevis. En termes d'application, c'est souvent du matériel qu'on adapte nous-mêmes. Alors, en pulvérisation de désherbage ou de gestion au sol, c'est tout beaucoup est fait à la main. Hein. Il n'y a pas d'école qui forme un applicateur à appliquer un produit avec une lance. Ouais, si quelqu'un me donne la méthode pour étalonner un pulvérisateur à dos, je prends.
préparez-vous, j'ai tout ce qu'il faut pour les contre. Voilà, donc il nous manque un élément. En agriculture, sur les golfs, ils sont bon, voilà, c'est des surfaces, des grandes surfaces. Il y a des rampes, il y a des GPS, il y a des doseurs. Enfin, ils ont toute l'information. Quand on désherbe avec une lance à la main, là, la vitesse de l'applicateur, ben, elle est en fonction des obstacles. Voilà. Ouais. En fonction Donc des là obstacles. aussi, Enfin, et c'est ça que, enfin, c'est pour souligner la question de la compétence particulière à valoriser, à acquérir, à faire acquérir à ces personnes qui sont... Parce que même pour appliquer un produit de biocontrôle, les questions de dosage se posent de la même façon. On va peut-être laisser parler Barbara, pardon. Il est fâché. Non, bon non. Oh là. Mais en tout cas, oui, encore plus. En tout cas, le contexte d'efficacité d'un produit de biocontrôle est encore plus pointu qu'un produit conventionnel. Et ça, c'est le métier de l'applicateur que d'analyser ce contexte. De l'applicateur, tout voilà. à fait. Il a été envoyé pour faire tel traitement, tel jour, à tel endroit. Le client l'attend. Mais finalement, il y a un risque orageux qui se présente. On arrête. Les insectes sont plus présents ou il y a des auxiliaires présents en grande quantité. Est-ce qu'il est encore pertinent de faire le traitement insecticide en biocontrôle qu'on avait envisagé? Ben non, puisque j'ai détecté les auxiliaires. J'ai plus la présence que j'attendais de mes bioagresseurs. La machine ne fonctionne pas comme elle devrait, elle fait moins de pression, moins de vent ou plus de pression, etc. À nouveau, j'arrête. J'ai un problème de filtre alors que j'applique des nématodes, je change à nouveau mon braquet. Et donc, il y a ce savoir-faire, cette connaissance jusqu'à présent qui était de transmission, qu'aujourd'hui, il faut formaliser et qui est indispensable pour que le biocontrôle puisse prendre l'essor qu'on attend de lui, puisqu'il est la seule ouverture jusqu'à ce que le règlement SUR nous dise peut-être même pas. Mais pour l'instant, c'est le seul avenir qu'on peut espérer dans la protection des plantes. Donc, une fois qu'on a repensé, réaménagement, etc. Une fois et gestion intégrée au sens Le problème, c'est que l'anthropisation crée forcément le déséquilibre. On souhaiterait tous avoir des zones parfaitement équilibrées par rapport à leur climat, par rapport à leur sol, par rapport à la situation météorologique particulière. Or, l'anthropisation crée le déséquilibre. On se retrouve avec un pic d'ozone, avec un pic de pollution, avec des périodes de canicule, avec des excès d'eau, et donc ce déséquilibre, il est constant à gérer, et d'autant plus présent dans les milieux des jeux vie, puisqu'on est dans un milieu qui a pas vocation à être agronomique, il a vocation à faire de l'agrément, à apporter de la sécurité en bord de route ou en bord de voie de chemin de fer, etc. Donc aujourd'hui, on lui demande d'avoir un rôle agronomique parce que on a identifié les avantages que ça a apporté à la population, mais on n'a pas les moyens, forcément, si on n'arrive pas à développer ce savoir-faire, à valoriser ce métier d'applicateur, alors qu'on l'appelle applicateur, qu'on l'appelle opérateur, qu'on l'appelle agent de gestion des bioagresseurs, mais il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie compétence qui se perd aujourd'hui. Avec un référentiel à formaliser de compétences? Avec un référentiel, Philippe parlait d'école, est-ce que c'est une école, est-ce que c'est un parcours de formation? Mais effectivement, il y a un besoin, et ce n'est pas le certifito qui y répond. Et il y a pourtant une nécessité. Moi, j'ai compris en vous écoutant que le certifito restait pour vous utile, mais insuffisant, nécessaire, mais insuffisant, et qui sanctionnait un transfert d'informations et pas nécessairement un transfert de savoir-faire, en tout cas pour vos métiers. On va donner la parole à la salle, parce que j'imagine que des gens voudront réagir. Et monsieur a levé la main de manière énergique et rapide, ce qui prouve qu'il a une question qui lui brûle les lèvres. Donc vous êtes formateur, on le rappelle. Oui, absolument, je suis formateur et ancien applicateur, puisqu'avec Philippe, on a été longtemps dans les mêmes réunions. Donc je connais les deux métiers. Je voudrais quand même dire en matière de certifito, il y a un programme et que dans le programme du certifito, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui concernent la pulvérisation, les techniques de pulvérisation, même l'étalonnage d'un pulvérisateur, même si ça reste relativement théorique quand on a un pulvérisateur à dos. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments dans le programme. La difficulté, c'est que vous avez la majorité des formateurs qui n'ont jamais exercé le métier. Mais
Moi, j'ai exercé le métier et je suis loin d'être le seul. J'ai un certain nombre de confrères qui sont comme moi, qui ont pratiqué le métier. Et donc, on va faire des formations certificaux où on va consacrer un temps qui n'est pas extraordinaire puisqu'on n'a que 2 ou 3 jours suivant les types de certificats. Je ne parle pas du conseil. En 2 ou 3 jours, il y a quand même un aspect réglementaire, il y a un aspect sécurité au travail qui est un des gros éléments du certificat, la protection des opérateurs ou des applicateurs et la protection du public. Donc vous avez beaucoup de domaines à traiter, mais moi j'arrive à conserver quand même une journée sur le programme de 2 jours ou 3 jours consacré réellement au métier d'applicateur, qui est quand même un élément important, qui fait partie aussi de la sécurité et bien sûr de l'efficacité. Excusez. Donc une nuance sur le propos que vous avez apporté, mais donc une réaction, un droit de réponse. Oui, je suis également formateur certifito pour Léa Tecoma. Et moi, j'ai imposé dans mes cursus de formation la prise en main d'un pulvérisateur, la vérification des buses. Quand on dit un pulvérisateur, c'est le truc à dos avec un... Tout à fait, avec la réalisation d'un étalonnage avec le public que j'ai avec moi. J'étais la seule. On m'a regardé avec des soucoupes en me disant mais qu'est-ce qu'elle va faire avec un pulvé? En plus, elle demande de l'eau. Non, mais ça veut dire que c'est comme les chasseurs, il y a des bons formateurs et des mauvais formateurs? C'est pas l'élément. La base du certificat n'impose pas ce genre de choses et il a fallu effectivement trouver dans la trame certificato un espace-temps pour pouvoir le faire et puis fournir du matériel soi-même parce qu'il n'y en avait pas dans l'établissement. Donc il y a une réalité, c'est qu'il n'y a pas de prise en main à proprement parler. Comment on pompe, à quel rythme on pompe, est-ce qu'on pompe boum, 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 et puis après on traite, ou est-ce qu'au contraire il faut prendre un rythme en fonction du pas et puis changer la pratique qu'on soit en train de faire le long d'une bordurette ou qu'on fasse une surface pleine, c'est complètement différent. Donc cette étape-là, elle n'est pas inscrite dans le référentiel du certificat. On peut très bien faire un certificat en n'ayant fait que de la salle. Et la plupart des certificats ne sont passés strictement qu'en salle. Sans manipulation, d'une paire de gants, des indicateurs sur une tenue de traitement. Oui, parce qu'on n'enlève pas et on ne met pas des gants n'importe comment, une fois avant et après traitement par exemple. Exactement, et on choisit aussi les bons gants. Les bons gants en fonction de... On trouve bien les bons pictos, voilà, ça permet aux gens de manipuler, de se dire qu'ils n'ont pas les bons dans leur entreprise, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et je le faisais parce que j'étais moi-même applicateur, parce que j'avais moi-même des gants, parce que j'avais un pulvé, parce que j'avais des buses, parce que j'avais différents matériels d'application, mais ça appartenait pas à l'école. Ouais, je ne veux pas te décevoir, mais je n'ai jamais eu de formation sur les pulvés. Jamais. Et j'aurais bien aimé, mais j'ai des confrères qui me demandent de leur en faire sur certains jeunes qui rentrent chez eux. T'as qu'à venir chez moi. Une autre question, j'imagine. Je confirme pour Tecoma, puisque j'ai fait mes premières armes de formateur avec Tecoma. C'est vrai que ce n'était pas prévu dans le programme. Tecoma, on précise Tecoma. Léa, c'est une entreprise. C'est devenu Léa. C'est la chambre de commerce de Paris. Oui, une école de formation. Très bien. Monsieur, et après, monsieur, le micro arrive. Oui, effectivement, c'était un peu pour... on rappelle que vous êtes de la DGER. Oui, pour réagir sur le certificat, effectivement, on en est tous conscients. Et moi, le premier, sur les limites de l'exercice, effectivement, ça reste un outil de formation théorique. En tout cas, il a été pensé comme ça dès le départ. Il a été aussi pensé effectivement d'abord auprès du public agricole, donc sur des temps de formation qui sont très courts, parce qu'on sait très bien que, voilà, au départ, ce sont des gens qui se formaient assez peu. Ils avaient très peu de temps finalement à consacrer à ça, malheureusement, sur le certificat et sur la formation. Mais néanmoins, c'est vrai que je partage complètement vos diagnostics sur l'application et sur toutes les problématiques, notamment mine de rien, ça reste des produits pas conventionnels, ça reste des produits qui sont potentiellement dangereux. On ne prépare pas les choses de manière empirique. Voilà, tout ça, ça demande pendant très longtemps le dispositif du FEADER, par exemple, à financer des locales phyto, par exemple, parce que
parce que ça reste, et encore une fois, même aujourd'hui, l'accès à ces locaux sont quand même très réglementés, mais néanmoins, effectivement, je partage votre analyse sur l'aspect pratique. Le projet de règlement sûr donc, va a priori imposer une formation pratique à l'utilisation des pulvérisateurs. Donc c'est au-delà de l'aspect du contrôle technique d'une certaine manière de l'appareil, mais on va dans le bon sens, effectivement. Il y a un certain nombre de formations qui existent aujourd'hui sur l'utilisation des pulvérisateurs, mais c'est vrai que dans le GEVI, ce sont essentiellement des pulvérisateurs à dos. Donc je suis pas sûr qu'ils sont forcément toujours enregistrés. Je suis pas sûr qu'il y ait, voilà, qu'en termes de mise sur le marché, il y ait des normes de construction ou des normes techniques, etc., qui soient très très poussées. Donc forcément, peut-être que ces appareils-là vont peut-être aussi, pour un certain nombre d'entre eux, entre guillemets, passer au travers d'un certain nombre de respect de normes techniques. Mais néanmoins, c'est important que les applicateurs, que vous soyez finalement, que vous le fassiez dans le cadre d'une prestation de service chez un tiers ou que vous le fassiez finalement pour vous-même, pour votre entreprise, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et mine de rien, sur l'aspect de la santé, finalement, c'est peut-être là où les choses ont un peu évolué, sur la prise en compte finalement de l'aspect santé. La prise de conscience pour l'utilisateur lui-même. Ouais. Effectivement, sur cet aspect de santé sécurité au travail, finalement, c'est peut-être là-dessus que ça a le plus bougé. Voilà. Je ne sais pas si je vais être rassurant, mais un applicateur, ou du moins que je revendique, on utilise très peu, voire pas, voire jamais des pulvérisateurs à dos. Ce n'est pas un appareil professionnel. Ah, alors attends, je comprends pas. C'est-à-dire que dans la vraie vie, les gens ils le font, mais tu le recommandes pas, c'est ça? Mais déjà, il faut porter un truc sur le dos. Au niveau réglementaire, ça pèse. Ouais. Il peut y avoir des fuites parce que les bouchons ne sont pas étanches. C'est un appareil fait pour le jardin d'amateurs. Pardon, je vais accès du monde, mais non, un applicateur. Moi, je n'ai pas de pulvérisateur à dos. Oui. Il y a 15 litres quand on fait. Oui, non, donc c'est une roulette? Tu le roules à on porte ça sur un camion. Enfin, Ah oui. Oui. Donc on évite de porter du poids. Quoi. Oui, c'est vrai que vous utilisez finalement du matériel, on va dire professionnel. Donc c'est pas forcément le matériel qu'on achète, que Monsieur Tout le Monde peut acheter au magasin de jardinerie, etc. Ouais. Et voilà, c'est différent, quoi. Mais de l'intérêt là aussi, je pense qu'encore une fois, de reconnaître cette professionnalisation ou ce caractère professionnel, parce que professionnalisation sous-entendrait un processus de restant à professionnaliser. C'est un enjeu de reconnaissance de votre profession en tant que telle. On entend ça dans vos propos. J'ai oublié ton prénom. Olivier de la Strador. Je vais revenir sur ce que vous dites au tout démarrage de votre intervention à tous deux, sur le fait que les applicateurs et les traitements et les certificats disparaissaient dans les collectivités, dans les communes, dans les entreprises d'espaces verts, partout. Et faire le lien un peu avec la formation, mais pour ça, je vais devoir passer du côté obscur. Avec une journée qui s'appelle Jedi, on est dans les clous. D'accord. J'ai une question toute bête, mais j'ai besoin de... Est-ce que, de la part des dirigeants, et là, quand je dis dirigeants, c'est très flou, volontairement, il n'y a pas une volonté de supplanter l'OAD, enfin d'éliminer la formation par l'OAD. Je m'explique un petit peu. Se dire, OK, je peux avoir une application, un système informatique de progrès d'Internet qui me dit quel parasite va arriver, quand, avec quoi traiter, et point barre. Et maintenant, je lance l'ordre de le faire et je me fiche de savoir qui va le faire et comment il va le faire, puisque l'ordinateur m'a dit comment faire. Et donc, je peux délaisser, je délaisse une partie de mon activité et on ne devient plus comme... Vous le disiez tout à l'heure, un applicateur point barre, puisque tout le reste est géré. Un exécutant. Est-ce que, du coup, le métier de l'applicateur va être remplacé par ChatGPT? Je ne crois pas que ChatGPT pourra tout contrôler. Je pense qu'il y a de toute façon une obligation locale, même de l'espace en lui-même où on intervient, donc même pas à la limite à l'échelle de la commune, mais à l'échelle du site lui-même. Donc effectivement, l'applicateur lui-même, jusqu'à présent, il avait son outil d'aide à la décision dans sa tête.
ça se fait un peu en binôme. Il y a le décideur et il y a l'opérateur qui ont chacun leur part du marché à remplir pour avoir une efficacité. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'état de la connaissance en espace vert, des outils disponibles en espace vert, on ne peut pas imaginer que tout ça soit déconnecté d'un esprit humain qui vienne caler, parce qu'on n'est pas comme une parcelle agricole. Hein. Nous, est-ce qu'il y a l'accès? Est-ce que le camion va passer? Est-ce que le jour en question, on aura la disponibilité pour faire du bruit, pour intervenir? Est-ce qu'il n'y aura pas une école de l'autre côté? Est-ce qu'il n'y aura pas une sortie scolaire de l'autre côté du jardin, etc. Donc en fait, il y a tellement de paramètres que s'imaginer avoir un outil aujourd'hui existant qui fasse cette analyse-là, cette synthèse, c'est inimaginable. Derrière la question d'Olivier, c'est ça? Il y avait, est-ce que des dirigeants l'ont pas eux-mêmes imaginé? Toi, tu dis c'est pas possible, mais est-ce que de manière plus ou moins consciente, ils ne l'auraient pas quand même imaginé? Je pense que c'est difficile. Déjà, il faut l'outil d'épidémiosurveillance, et je rejoins Olivier quand il disait il faut renseigner les outils d'épidémiosurveillance. On part de quasi zéro. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme bioagresseurs dans notre secteur? Philippe sait, moi je sais. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient conscience de ce qu'il y a autour de chez eux en bioagresseurs. Moi, je sais aussi. Mais en l'occurrence, ce sont des données qui ne sont même pas enregistrées. Et pour certaines qui ne sont même pas connues, quels sont les paramètres. Mais est-ce que les décideurs le savent? Ça, c'est là, je repousse la question de... Les décideurs, qui vous voyez en décideurs? Les politiques? Par exemple, on va donner... Les chefs d'entreprise? Peut-être les deux. Olivier a une réponse. Les OAD, les outils d'intelligence, c'est la modélisation. Et donc en fait, les créateurs, c'est bien souvent le ministère de l'Agriculture qui les a initiés en France. Et d'autant que j'en sache, puisque j'ai travaillé avec eux bien longtemps, jamais dans l'idée, ils n'avaient de substituer le décideur. Parce que ce sont que des mathématiques. D'accord? C'est avec leurs limites. Et on ne peut pas, comme vous l'avez bien dit, se substituer au cerveau humain qui engrange aussi bien d'autres paramètres et aussi la responsabilité de décider d'un traitement à un lieu donné. Et donc ça, aucun modèle ne peut le remplacer. Soyez tranquilles. Oui, dans 100 ans, quand on aura une base de données suffisante, qu'on n'a pas aujourd'hui, une connaissance des bioagresseurs suffisante, une anticipation de la météo suffisante. Ben voilà. Aujourd'hui, on voit même la prévision météo, elle est valable à quelques heures. Cette année, Roland-Garros n'a pas été dérangé, mais on voit bien le nombre de fois où on lance un match et qu'il est interrompu. Donc on est encore très, très débutant, même sur des phénomènes météo assez banaux, comme ceux de la pluie. Sans compter qu'il faudrait que les gestionnaires, quels qu'ils soient, aient fait en amont l'inventaire de leur patrimoine végétal. Et là, on part de très loin. Donc quand on a ça, après on peut dire qu'est-ce qui peut arriver là-dessus aujourd'hui, pour après avoir un arbre de décision que si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça, il faut le mettre à jour régulièrement. Ce que disait Rémi tout à l'heure, en fait, ils travaillent sur des recherches d'essences, enfin, d'espèces qui vont être tolérantes. Dans 5 ans, c'est mort. Donc le faire par ordinateur, je rejoins Olivier, je n'y crois pas une seule. Enfin, je ne crois pas que les dirigeants, c'était flou volontairement, l'ont pensé. Les décideurs. Attends, on va te donner le micro, Olivier, pour qu'on t'entende bien. Que ce soit des collectivités ou des entreprises, pas toutes, je ne généralise pas, hein, mais régulièrement, à un problème, la réponse, c'est est-ce qu'il y a un OAD pour nous aider? Et c'est pas est-ce qu'il y a un expert, c'est est-ce qu'il y a un OAD? Voilà. Ouais, c'est la nouvelle génération qui est génération smartphone, on tape dessus, on a une réponse. Une réponse. Mais là, il nous manque même le recueil des datas. On a dit, on n'a pas l'inventaire, on connaît mal les bioagresseurs. Quelquefois, on les connaît, mais on ne sait pas bien les diagnostiquer et on pense qu'on a ça, on a autre chose. Derrière la méthode de lutte, on a dit elle était très météo-dépendante, elle est dépendante de plein de facteurs. Donc, partant de tout ça, c'est effectivement du ressort d'un mécanisme informatique de mêler toutes ces données. Mais aujourd'hui, on n'a pas les ressources et les fichiers de données pour dire bon, on a tout compilé, ça donne ça. C'est demain. Je voudrais être positif, mais la solution, elle est dans la salle. Hein. On est tous ensemble là, on est à peu près tous du même monde et on se parle aujourd'hui.
l'innovation, le réfléchir différemment, se projeter. Il ne faut pas être 50, il y a je pense qu'ici dans la salle, il y a à peu près toutes les communautés de Je vis. Tout le monde est important. Je n'ai pas la solution, vous ne l'avez pas. Tous ensemble, on est plus forts et c'est demain, l'innovation passera par là. Ce n'est pas d'en haut que va arriver la solution, c'est toujours du terrain. Un super mot de la fin pour cette séquence. On a compris en tout cas votre appel à plus de collaboration avec les acteurs DGV, dont les applicateurs, dont il faudrait reconnaître, c'est selon vous le métier, les compétences, accompagner le développement de ces compétences en, pourquoi pas, imaginant des collaborations, je me retourne vers le ministère de l'Agriculture, avec l'enseignement agricole pour qu'il y ait des spé GV qui soient un peu plus, on va dire, complètes, de façon à écrire et transférer le savoir et le savoir-faire et pourquoi pas le faire savoir de ces métiers spécialisés. Merci à tous les deux. Et puis on retient aussi que le projet de Jedi, c'est justement une première pierre pour ouvrir les chakras. Merci à tous. On peut les applaudir à nouveau.